La Coupe du Monde est une fête, un mois de bonheur et de liesse. À la fin, une équipe, une sélection, une nation se retrouvent sur le toit du monde. Mais si la vue est splendide et surplombe le monde, le chemin, lui, est beaucoup plus pentu. Pour arriver à ses fins, à chacun sa manière, même si elle n'y est pas. Pour arriver à ses fins, l'adversaire est un obstacle à faire tomber, coûte que coûte. Cela résulte souvent des drames, plus ou moins connus. Alors mettons en lumière quelques-uns de ces drames restés dans l'ombre. Nous sommes donc en pleine Coupe du Monde 1982, et ce qui nous intéresse, c'est le groupe 2, composé de l'Allemagne, de l'Algérie, du Chili et de l'Autriche. Avant de rentrer dans les matchs, précisons quand même qu'à cette époque, le vainqueur de la rencontre ne remporte que 2 points. Dès la première journée, les Fennecs de Rabat Madjer surprennent les Allemands, score final 2-1 pour l'Algérie. C'est historique, car c'est la première fois dans l'histoire qu'une nation africaine bat une nation européenne. Lors de la deuxième journée, les Autrichiens trouvent finalement la solution 2-0 contre l'Algérie, tandis que l'Allemagne se rassure 4-1 contre le Chili. Troisième et dernière journée, décisive pour toutes les équipes, sauf pour le Chili, déjà éliminé. Alors regardons le classement de ce groupe avant la troisième journée. Toutes les équipes ont 2 points, sauf le Chili, qui culmine à 0 points. Pour ce qui est de la différence de buts, l'Allemagne et l'Autriche sont dans le positif avec respectivement plus 2 et plus 3 buts, tandis que l'Algérie et le Chili sont dans le négatif avec respectivement moins 1 et moins 4 buts. Ainsi, l'Allemagne, l'Autriche et l'Algérie peuvent encore se qualifier. C'est l'Algérie qui entame sa troisième journée contre le Chili. La première mi-temps est celle de l'envie pour l'Algérie qui domine fièrement contre le Chili, score à la mi-temps 3-0. Bon, autant dire que l'Algérie est déjà qualifiée. Bah oui. Pour qu'elle ne le soit pas, il faudrait que l'Allemagne remporte son match contre l'Autriche avec minimum 3 buts autrichiens, autrement dit minimum 4-3 pour l'Allemagne le lendemain si on prend la possibilité que l'Algérie est éliminée. Bon, passons au match Allemagne-Autriche. Attendez quoi ? Finalement, la seconde mi-temps n'est pas qu'une simple confirmation. 59e minute, le début des problèmes. Alors que le Chili se procure une belle occasion, Fauzi Mansouri tacle un attaquant chilien, provoquant ainsi un penalty. Ce penalty sera transformé par Miguel Ángel Neira et relance le Chili dans le match. Moins d'un quart d'heure plus tard, le Chili presse et finit par trouver la solution pour la seconde fois grâce à Juan Carlos Letellier. Si l'Algérie se fait peur, elle finit par gagner ce match sur le score de 3-2. Mais alors le match décisif sera la rencontre à sonorité allemande entre l'Allemagne et l'Autriche. Le véritable problème est qu'il se joue un jour plus tard que le match Algérie-Chili, ce qui n'est pas du tout équitable. En effet, ce match Allemagne-Autriche permettrait aux deux équipes de se qualifier et d'ainsi éliminer l'Algérie s'ils se mettent d'accord. Et c'est tout ce qu'ils feront. Si l'Allemagne gagne 1-0, cela permettrait à la différence de but de finir premier et permettra également la deuxième place qualificative à l'Autriche, qui éliminerait ainsi l'Algérie à la différence de but. Ainsi, pendant 90 minutes, l'Allemagne et l'Autriche se livrent un match déshonorant pour le football mondial, où les deux équipes ne jouent pas au football. Pour cause, ils avaient déjà fait les mathématiques suffisants pour leur assurer une place pour la suite de la compétition. La seule action et le but dont l'Allemagne avait besoin pour se qualifier est qualifier l'Autriche avec eux. Horst Hubersch s'en charge à la 10e minute, mais laisse déjà perplexes les supporters venus assister au match. 99% de passes réussies côté autrichien et 98% pour l'Allemagne, on comprend rapidement que ce match de foot n'a rien de sportif. Pour l'arbitre de la rencontre aussi, ce match était une grosse blague qui ne faisait rire aucun supporter algérien présent dans le stade. Bob Valentin témoigne de cette honte en 2018 à The Sunday Post. La seule fois de ma carrière où j'ai ressenti de la pression en entrant sur le terrain. C'était comme un échauffement, beaucoup de petites passes, mais aucune initiative. Le plus fou, c'est quand il y a eu un corner à un moment donné. Le ballon a rebondi sur un panneau publicitaire avant de revenir jusqu'à moi. Je l'ai récupéré et envoyé vers le pot de corner. Un joueur allemand m'a dit « Doucement, monsieur l'arbitre ». Beaucoup m'ont dit que j'aurais dû faire quelque chose, mais personne ne m'a dit quoi, sourit Bob Valentin. Le rôle de l'arbitre en football n'est pas le même qu'en boxe, par exemple. Je ne pouvais pas arrêter le match, dire au capitaine « Écoutez, maintenant il va falloir tacler un peu plus fort ». Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'était de gérer ce qu'il se passait sur le terrain, c'est-à-dire pas grand-chose, pour être honnête. Le travail le plus dur dans ce cas restera sûrement celui des commentateurs. Pour Herberhard Sandschek, le commentateur de la chaîne allemande ARD, il n'était pas question de jouer à l'imbécile. On ne peut pas appeler ça du football, ça n'a rien à voir avec un match de Coupe du Monde. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la fin ne justifie pas de tels moyens. Il dira ensuite, vous m'autoriserez maintenant à ne plus commenter ce que nous voyons sur le terrain, car ce que les deux équipes nous offrent est un moment honteux. Il sautera jusqu'au coup de sifflet final de Bob Valentin et à la qualification bidon de l'Allemagne et l'Autriche, main dans la main, devant 41 000 spectateurs, dont énormément d'Algériens consternés par la tournure du match. Plus récemment, en 2014, l'Algérie tentera de reprendre sa revanche sur un pays qui a tant sali l'histoire du football algérien. Pendant la Coupe du Monde au Brésil, l'Algérie s'arrache tant bien que mal pour remporter ce duel des 8e de finale.
Néanmoins, et ce malgré un but à la 121e minute d'Abdelmoumen Diabou, l'Algérie n'ira pas au bout des tirs au but et s'inclineront de manière juste après cependant un beau parcours. Nous sommes maintenant en 1934, deuxième Coupe du Monde, cette fois-ci organisée en Italie. Sur la scène politique, l'Italie voit monter le fascisme représenté par le dictateur italien Benito Mussolini. À quelques années de la Seconde Guerre mondiale, Mussolini voit en cette deuxième édition de la Coupe du Monde une opportunité de faire rayonner cette politique dictatoriale à l'international. Ce même Benito Mussolini n'aime pas le football, mais veut absolument voir l'équipe d'Italie remporter ce trophée pour, en quelque sorte, montrer qui est le patron. Sauf que pour le coup, il va radicalement mettre la pression sur la Squadra Azzurra. Giorgio Vaccharo, général de l'armée italienne et président du championnat de football italien, le dit lui-même quelques jours avant le début de la compétition. Le but ultime de la manifestation sera de montrer à l'univers ce qu'est l'idéal fasciste du sport, dont l'unique inspirateur est le Duce. Je ne sais pas encore comment, mais l'Italie doit gagner ce championnat, c'est un ordre. De plus, plusieurs joueurs argentins seront cependant naturalisés italiens sur ordre de Mussolini. Parmi eux, Raimondo Orsi, Enrique Guatta, Attilio De Maria et notamment Luis Monti, dont on reparlera plus tard. Dès leur entrée en compétition, l'Italie affronte un concurrent politique direct, les États-Unis. En effet, à l'issue de la Première Guerre mondiale, les États-Unis font alliance avec la France et signent notamment le traité de Versailles qui met en péril la coalition adverse dont font partie l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, mais aussi l'Italie. Ce match est alors important pour les joueurs certes, mais aussi et surtout pour Mussolini qui cherche à prendre une revanche sur le plan sportif. Le football donnera raison à Mussolini car les Italiens vont clairement détruire l'équipe des États-Unis sur le score de 7-1. Pour mettre en avant cette compétition et surtout exposer les exploits sportifs des Italiens, Mussolini va se charger lui-même de la presse durant ce mondial. Ancien journaliste et patron de presse italienne, Mussolini va employer 400 correspondants qui vont retransmettre les informations de la Coupe du Monde dans les journaux, à la radio et à la télévision. Tout est fait pour que l'Italie soit mise à l'honneur. C'est ce que Mussolini cherche à faire en tout cas, parce qu'en réalité, les joueurs italiens subissent une pression folle où chantage et menaces ne sont qu'habituels pendant ces 2 semaines de compétition. Ils vont être utilisés et bougent comme des marionnettes le feraient. Dès la présentation, les joueurs doivent se mettre en rang et faire le signe fasciste devant tout un stade rempli d'innocents supporters venus assister à du football et non pas à une propagande dictatoriale. Chaque match est une vengeance politique que les joueurs doivent assumer au risque de perdre la vie. Les quarts de finale, par exemple, contre l'Espagne sera l'occasion pour Mussolini et ses hommes de prendre une revanche sur une nation républicaine ennemie d'une nation fasciste. Mussolini, pendant toutes ces Coupes du Monde, sera à l'origine d'une empirification qui met à l'honneur la nation italienne dans son intégralité. Ce match contre l'Espagne se joue à Florence. Alors le jour du match, c'est la bataille de Florence qui fera les premiers titres des journaux italiens. Dans un match tendu, où les défenses sont les principaux acteurs et les tacles les principales actions de jeu. Mussolini avait prévenu ses troupes qu'il fallait gagner la Coupe du Monde et qu'il s'engageait à un destin funeste si la réussite footballistique n'était pas italienne. Alors, à une époque où les cartons n'existaient pas, Luis Monti se fait une joie de blesser à la suite 4 joueurs espagnols. Finalement, ce choc des quarts de finale se soldera sur le score de 1-1 et sera rejoué le lendemain. Après sûrement s'être pris un gros coup de pression par le Duce Mussolini, les joueurs italiens se remobilisent et remportent ce match 1-0. Les demi-finales seront cette fois-ci l'occasion d'affronter leurs anciens alliés, mais sur le terrain du football, en 1934, c'est l'Italie, et seule l'Italie, qui doit triompher. Alors Mussolini fait appel à un arbitre suédois de confiance qui jouera en faveur de l'Italie. Sur l'unique but du match, l'arbitre donne le ballon aux Italiens et ne siffle pas une faute évidente aux abords de la surface. Enfin, comme contre l'Espagne, les défenseurs italiens se déchaînent sur les Autrichiens et finissent par blesser les attaquants adverses. Joseph Bican, ancien très grand attaquant autrichien, se confiera à la BBC en 1998 sur ce match corrompu. C'était incroyable. En cours de jeu, il passait le ballon à notre adversaire et le but italien fut accordé malgré une faute évidente. Benito Mussolini, agréablement surpris par l'arbitrage du Suédois, l'invitera même à dîner le soir avant la finale qu'il arbitrera également. Cependant, une fois les événements passés et la corruption prouvée, cet arbitre sera radié de l'ordre des arbitres. En finale, les joueurs sont confrontés au coup de pression ultime. La Coupe du Monde ou la mort. Mussolini envoie un télégramme la veille du match aux joueurs avec écrit « L'Italie doit frapper fort. Bonne chance pour demain. Gagnez ou vous êtes mort ». Si certains joueurs n'ont pas cru aux menaces de Mussolini, Luis Monti révèle avoir eu peur pour sa vie. Car oui, ce sont finalement les Italiens qui s'imposent 2-1 contre les Tchécoslovaques après prolongation. Mussolini est aux anges, son plan a marché, le football italien est sur le toit du monde, et par conséquent, l'idéologie fasciste l'est aussi. En guise de présent, Mussolini donnera au capitaine Gianpiero Compi la Coppa del Duce, qui signifie la Coupe du Kid. Ce trophée est aussi grand que l'exploit italien et sera 6 fois plus grand que le trophée de la Coupe du Monde.
Jules Rimet, président de la FIFA de l'époque, dira lui-même que ce tournoi était celui de Mussolini. On comprend ainsi l'impact qu'avait ce dictateur pour une Coupe du Monde, prêt à tout jusqu'à vouloir ôter la vie à ses joueurs si le travail rendu n'était pas celui demandé. Si cette histoire se finit bien, elle aurait pu très mal finir et devenir une vraie boucherie assassine. Mussolini sera le premier dictateur à se servir du sport comme soft power. Le suivant sera Adolf Hitler aux Jeux Olympiques de Berlin de 1938, prémisse d'un drame encore plus profond, plus grand, la Seconde Guerre mondiale. Nous voilà maintenant en 1994 en pleine Coupe du Monde aux États-Unis. L'équipe qui nous intéresse, c'est la Colombie, avec de grands joueurs comme René Guita, Carlos Valderrama ou encore Andrés Escobar. La Colombie figure clairement parmi les outsiders de cette compétition. Pelé en fera même son favori, pour cause c'est la meilleure génération que la Colombie ait connue. Et c'est pour cet engouement que les cartels colombiens, qui sont aussi à leur apogée, miseront gros sur l'équipe de Colombie. Cependant, la Colombie commence très mal la compétition, très vite malmenée par la Roumanie d'Agui. La Colombie va encaisser 3 buts pour finalement terminer le match sur une très mauvaise note, 3-1 pour commencer la compétition. Dans ce même groupe figure également la Roumanie, donc, mais aussi la Suisse et le pays hôte, les États-Unis. La Suisse et les États-Unis se sont rendus coup pour coup et se sont laissés sur le score nul de 1-1 lors de la première journée. La seconde journée commence par le rendez-vous entre la Roumanie et la Suisse, et au grand étonnement de tous, c'est la Suisse qui sort vainqueur du match et écrase la Roumanie 4-1. Voilà donc la Colombie se retrouve déjà sous pression. La Suisse et la Bulgarie sont respectivement à 4 et 3 points. Autrement dit, si la Colombie perd son match contre les États-Unis, il pourrait déjà être éliminé à la différence de but. Même s'ils restent favoris, les États-Unis sont chez eux et le cauchemar débute à la 34e minute pour les Colombiens et surtout pour leur défenseur phare, Andrés Escobar. Un centre dans la surface colombienne oblige Escobar à intervenir et tacle le ballon, le faisant entrer malheureusement dans ses propres cages. Un contre son camp qui amendrait déjà les chances de qualification de la Colombie. Le match se soldera finalement par une nouvelle défaite colombienne 2-1 contre les États-Unis. La victoire de la Roumanie contre les États-Unis scellera le sort de la Colombie, éliminée en phase de poule malgré la victoire lors de la 3e journée contre la Suisse 2-0. Si jusque-là, rien de très grave ou du moins dramatique, c'est quelques jours plus tard que le drame prendra forme. 6 jours après l'élimination officielle de la Colombie, des joueurs reviennent au pays avec la pression folle des cartels. Andrés Escobar, qui avait marqué contre son camp contre les États-Unis, se rend dans un bar près de Medellín. Alors qu'il se rend en direction du parking, un homme l'interpelle et lui tire 12 balles dans le corps en criant à chacune des frappes le mot goal qui était répété. Le tueur se nomme Humberto Muñoz Castro et sera emprisonné pour 43 ans avant d'être libéré 11 ans après son meurtre sur Andrés Escobar. À sa mort, ses coéquipiers n'y croient pas. Faustino Asprilla, grand attaquant colombien qui était son coéquipier pendant ses Coupes du Monde, n'y croit pas. Dans l'avion, Andrés est venu me dire qu'il ne fallait pas que je sorte en discothèque une fois au pays, confia-t-il. Il m'a dit « Ne sors pas, nous avons reçu des menaces, promets-le-moi ». Je lui ai dit que je ne sortirais pas. C'est lui qui est sorti. C'est incroyable. Quelqu'un est venu me voir à 4h du matin pour me dire qu'ils avaient tué Andrés. Je l'ai traité de menteur, mais j'allume la radio, il n'en partait pas. Quand je suis rentré à Medellín, j'ai pleuré comme jamais. Je crois que j'ai pleuré pendant tout un mois. Andrés était un ami, c'est lui qui m'a aidé lorsque je suis arrivé au National. J'étais avec Higuita, on est resté assis toute la nuit. Je ne sais pas qui de nous deux avait le plus pleuré. C'est ainsi que tout un pays est endeuillé, et même tout le monde du football, car se joue en même temps que ses funérailles le reste de la Coupe du Monde 1994. 80 000 personnes se rendront à ses funérailles, rendre hommage à une victime de la violence que l'on connaît en Colombie. La mémoire d'Andrés Escobar perdurera notamment grâce à sa statue à Medellín, la ville où il a été tué par balle. Cependant, la mort d'Andrés Escobar n'empêchera pas les cartels de rééditer leurs menaces. La dernière en date sont celles prononcées contre William Tecillo après son penalty manqué contre le Chili en quart de finale de Copa América 2019. Voilà, donc Andrés Escobar est mort pour un but contre son camp, mais sa mémoire, elle, perdure avec le temps. Cependant, les coupables font partie intégrante de la population colombienne, et la Colombie vivra ainsi avec, au fil des Coupes du Monde et au fil de la vie.